Avez-vous déjà eu l'impression que le silence autour de vous pesait plus lourd que n'importe quelle parole? Avez-vous jamais regardé une chaise vide en face de vous et ressenti, au creux de l'estomac, quelque chose qui ressemblait à une chute sans fond? Et si ce que vous appelez solitude n'était pas une blessure, mais une invitation que vous n'avez pas encore su lire? Il est des soirs où la lumière décline lentement, où l'appartement se tait d'une façon particulière, presque solennelle. Les objets sont là, fidèles à leur place, les meubles gardent leur silence habituel. Et pourtant, quelque chose manque. Ou plutôt, quelque chose semble manquer. Une voix, un souffle. La présence d'un autre corps dans la pièce d'à côté. C'est ce moment-là, nombreux sont ceux qui les traversent chaque jour. À 60 ans, à 70, à 75 ans, sans savoir exactement ce qu'ils ressentent, ni pourquoi ce vide leur semble si difficile à apprivoiser. Il y a une dame, appelons-la Madeleine, 68 ans, qui vit seule depuis que ses enfants ont grandi et que son mari est parti. Non pas dans la mort, mais dans un autre chapitre de vie qui ne l'incluait plus. Elle se lève chaque matin avec une certaine discipline, elle prépare son café, elle ouvre les volets, elle regarde le jardin. Et pourtant, quelque chose en elle attend. Attend quoi exactement? Elle ne saurait le dire. Peut-être une présence. Peut-être simplement la confirmation qu'elle existe encore, qu'elle compte encore, qu'elle est encore vue par quelqu'un. Cette attente silencieuse, sourde, presque imperceptible, c'est celle que des millions de personnes de sa génération connaissent sans jamais l'avoir nommée. Et si vous vous reconnaissez dans ce tableau, si quelque chose en vous répond à ces mots, alors ce qui va suivre vous appartient, parce qu'il existe des clés. Non pas des recettes magiques, non pas des formules creuses, mais des piliers solides, ancrés dans la psychologie profonde, dans la sagesse de l'âme humaine que le grand Carl Gustav Jung a exploré tout au long de sa vie et de son œuvre. 4 piliers qui, lorsqu'on les comprend vraiment, lorsqu'on les intègre avec patience et douceur, transforment radicalement la manière dont on vit cette période de la vie que l'on appelle la vieillesse et que l'on pourrait tout aussi bien appeler la saison de la profondeur. Mais avant d'aller plus loin, prenez son instant, juste un instant. Respirez, sentez votre corps dans votre chaise, dans votre canapé, sur votre lit. Vous êtes là, vous lisez, vous écoutez, vous cherchez quelque chose de vrai. Et cette démarche en elle-même, cette ouverture, est déjà un acte de courage immense. Parce que beaucoup de gens préfèrent ne pas regarder en face ce qu'ils ressentent. Ils préfèrent allumer la télévision plus fort, appeler quelqu'un n'importe qui, remplir le silence de bruit. Vous avez choisi autrement, et cela dit déjà beaucoup de qui vous êtes. Si ce chemin vers vous-même vous touche, si ces mots résonnent quelque part en vous, alors peut-être que d'autres personnes autour de vous méritent d'entendre la même chose. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui traverse une période semblable. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble, parce que ce que nous explorons ici n'est pas un simple contenu, c'est une conversation de l'âme que nous construisons semaine après semaine, et votre présence y ajoute quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Revenons maintenant à quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'on dit rarement avec assez de clarté et de courage. Si vous n'apprenez pas à transformer votre relation avec la solitude, si vous continuez à la subir, sans jamais la comprendre, sans jamais l'habiter autrement, alors quelque chose de terrible et de silencieux commencera à se produire en vous. Non pas de façon spectaculaire, non pas du jour au lendemain, mais lentement, comme une plante qui manque d'eau, comme une maison dont on n'ouvre plus les fenêtres. La solitude non acceptée, la solitude que l'on subit, que l'on redoute, que l'on combat chaque jour sans jamais lui faire face, cette solitude-là se transforme. Elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus lourd. Elle devient de l'isolement. Et l'isolement, lui, n'a rien de neutre. La science le sait, la psychiatrie le sait. Les études menées sur le vieillissement humain le montrent avec une clarté qui doit nous alarmer. L'isolement social chronique est aujourd'hui reconnu comme l'un des facteurs les plus destructeurs pour la santé mentale et physique des personnes âgées. Il augmente significativement le risque de dépression, bien sûr, mais aussi de déclin cognitif accéléré, de maladies cardiovasculaires, d'affaiblissement du système immunitaire. Des chercheurs comme Julian Holt-Lunstad,
dont les travaux font référence dans le monde entier, ont démontré que la solitude chronique a sur l'organisme des effets comparables à fumer 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes par jour. Laissez ce chiffre s'installer au moment. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la biologie, c'est du cortisol, l'hormone du stress, qui monte et qui ne redescend plus. C'est de l'inflammation systémique. C'est un cerveau qui, privé des stimulations relationnelles et de sens, commence à se réorganiser autour de la peur, de la méfiance, de la rumination, et peu à peu, sans qu'on s'en rende vraiment compte, la personne qui souffre d'isolement commence à se retirer encore davantage. Parce que l'isolement est auto-renforçant. Il crée des schémas cognitifs qui confirment la croyance qu'on n'est plus désirable, qu'on dérange, qu'on est un fardeau, qu'il vaut mieux ne rien demander. Et ces croyances, une fois installées, sont terriblement difficiles à défaire. Il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que Jung aurait nommé avec sa précision habituelle. Lorsqu'un être humain vieillit dans l'isolement, lorsqu'il passe ses journées sans jamais rencontrer véritablement son propre intérieur, sans jamais dialoguer avec ce que Jung appelait le soi, il commence à vivre dans une sorte de prison mentale. Une prison dont les barreaux sont invisibles, mais absolument réels. Cette prison est faite de regrets qui reviennent en boucle, de comparaisons douloureuses avec un passé idéalisé, de ressentiments qui cristallisent, de colères rentrées qui ne trouvent jamais leur expression. Et cette prison, avec le temps, finit par ressembler à une vie entière. On ne se souvient plus qu'il y avait autre chose. On ne croit plus qu'autre chose est possible. Voilà ce que vous risquez si vous laissez la solitude vous envahir sans lui opposer une transformation consciente. Non pas la mort de votre corps, pas tout de suite, mais quelque chose qui lui ressemble de trop près. La mort de votre curiosité, de votre joie, de votre capacité à vous s'étonner de la vie. Et cela, mes amis, c'est la perte la plus irréparable qui soit, mais il y a une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, même. Jung Lassou, André le rappelle avec constance. La deuxième moitié de la vie, ce que Jung appelait littéralement le second acte de l'existence, est celle où la vraie croissance devient possible. Pas la croissance vers l'extérieur, vers les accomplissements sociaux, vers la performance et la reconnaissance, mais la croissance vers l'intérieur, vers ce que l'on est vraiment débarrassé des masques, des rôles, des obligations que la vie sociale nous a imposées pendant des décennies. Et cette croissance, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, n'a pas besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour s'accomplir. Elle se nourrit du silence, elle se nourrit de la solitude bien vécue. Elle se nourrit précisément de ces instants que vous redoutez peut-être ce soir. Alors prenons le temps, maintenant, d'explorer ces 4 piliers que Jung nous a légués. Ces 4 colonnes sur lesquelles vous pouvez reconstruire, ou construire pour la première fois véritablement, une vieillesse heureuse, pleine et profondément vivante. Le premier pilier, le premier fondement que Jung propose pour une vieillesse heureuse, c'est ce qu'il appelait l'individuation. Ce mot peut sembler technique, peut sembler lointain. Mais derrière lui se cachait quelque chose de très concret, de très humain, quelque chose que vous ressentez probablement dans votre chair sans avoir eu le mot pour le nommer. L'individuation, c'est le processus par lequel un être humain devient, enfin, pleinement lui-même. Pas ce que ses parents voulaient qu'il soit, pas ce que la société attendait de lui, pas le rôle qu'il a joué pendant 40 ans dans sa vie professionnelle ou familiale, mais lui, elle, le vrai visage intérieur, celui qui n'a jamais eu besoin d'être validé par un regard extérieur pour exister. Jung avait observé quelque chose de fascinant dans sa pratique clinique. La grande majorité des crises profondes de la seconde moitié de la vie n'étaient pas causées par des événements extérieurs, mais par un conflit intérieur. Le conflit entre ce que la personne avait été, avait fait, avait accompli selon les standards du monde, et ce qu'elle ressentait profondément au fond d'elle-même, qu'elle aurait voulu être, ou vivre, ou explorer. Ce conflit non résolu est à l'origine de la dépression du sénium, comme on l'appelle en psychiatrie. Cette tristesse grise, sourde, sans cause apparente, que beaucoup de personnes âgées décrivent sans pouvoir l'expliquer. L'individuation, donc, c'est le courage de regarder ce conflit en face.
c'est se poser la question que l'on a trop souvent évitée. Qui suis-je vraiment maintenant que les enfants sont partis? Maintenant que la carrière est derrière moi? Maintenant que le conjoint n'est plus là ou n'est plus le même? Qui suis-je quand je ne joue plus de rôle pour personne? Cette question n'est pas une source d'angoisse. Elle est, au contraire, une invitation à la liberté la plus totale que l'être humain puisse connaître. Pour amorcer ce processus dans votre vie quotidienne, voici quelque chose de très simple, de très doux, mais d'une efficacité remarquable que la pratique de la pleine conscience a largement validée. Chaque matin, avant de vous lever, avant même d'ouvrir les yeux, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Et à chaque expiration, posez-vous cette question intérieure, sans chercher de réponse immédiate, juste en laissant la question résonner. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me représente vraiment? Pas ce que je dois faire, pas ce que les autres attendent de moi, mais ce qui vient de moi profondément. Peut-être que c'est écrire, peut-être que c'est jardiner, peut-être que c'est une promenade dans un endroit précis, peut-être que c'est simplement lire en paix 1 heure entière sans culpabilité. L'individuation commence dans ces petits choix quotidiens où l'on s'autorise enfin à se mettre au centre de sa propre vie. Et pour les personnes qui vivent seules, ce travail prend une dimension encore plus précieuse. Parce que la solitude, lorsqu'elle est habitée consciemment, devient le terreau idéal de l'individuation. Dans le silence, sans la présence d'un autre qui attire constamment notre attention vers l'extérieur, nous pouvons enfin étendre notre voix intérieure. Cette voix qui a peut-être été étouffée pendant des années, voire des décennies. Cette voix qui sait, qui pressent, qui désirait quelque chose de précis et d'authentique. Jung avait cette conviction profonde que la psyché humaine est essentiellement auto-guérissante. Qu'elle tende naturellement vers l'intégration, vers la complétude, vers ce qu'il appelait le soi avec un grand S, c'est-à-dire la totalité de qui nous sommes, lumière et ombre, force et fragilité. Et cette tendance n'est pas entravée par l'âge, elle n'est pas entravée par la solitude. Au contraire, elle en est parfois accélérée, approfondie, rendue plus urgente et plus belle. Voici une pratique concrète pour commencer votre propre processus d'individuation dès aujourd'hui. Prenez un cahier, un simple cahier. Et chaque soir, avant de vous endormir, écrivez une seule phrase qui commence ainsi. Aujourd'hui, j'ai été moi-même quand et complétez cette phrase avec honnêteté. Même si la réponse est modeste, même si elle vous paraît insignifiante. Ce moment où vous avez souri à quelque chose qui vous touche vraiment. Ce moment où vous avez dit non à quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ce moment où vous avez fait quelque chose uniquement parce que cela vous plaisait, sans demander la permission à personne. Ces petites notes, accumulées semaine après semaine, deviennent un portrait de vous-même d'une précision et d'une beauté que vous n'imaginez pas encore. Vous sentez-vous prêt à aller encore plus profond? Parce que le deuxième pilier que Jung nous propose est peut-être le plus délicat, le plus courageux, mais aussi le plus libérateur de tous. Il s'appelle l'intégration de l'ombre. Et il tient entre ses mains la clé de quelque chose d'immense, la paix intérieure véritable. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes au cours de notre vie. Tout ce que nous avons jugé indigne d'être montré, indigne d'être vécu, indigne même d'être reconnu. La colère que l'on n'a jamais exprimée parce que ce n'était pas convenable. La tristesse que l'on a ravalée parce qu'on devait être fort pour les autres. Les désirs que l'on a étouffés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que la famille ou la société attendait de nous. Les erreurs que l'on n'a jamais acceptées parce que les accepter aurait signifié se reconnaître faillible, humain, imparfait. Tout cela que l'on a repoussé dans l'obscurité ne disparaît pas. Il continue d'exister en nous. Et il continue d'agir en nous, mais de façon inconsciente, c'est-à-dire de façon beaucoup plus destructrice que si on l'avait regardé en face. L'ombre non intégrée se manifeste par des accès de colère disproportionnés pour des raisons apparemment anodines. Elle se manifeste par des rougements très sévères envers les autres, parce que ce que l'on rejette chez eux n'est souvent que le miroir de ce que l'on refuse en soi. Elle se manifeste par une anxiété diffuse, sans objet précis, qui ronge la joie de vivre quotidienne.
Elle se manifeste par ces nuits où l'on se retrouve à rejouer mentalement des scènes du passé, à revivre des conversations vieilles de 20 ans, à ressentir une culpabilité ou une rancœur dont on n'arrive pas à se défaire. Pour une personne âgée qui vit seule, l'ombre non intégrée peut devenir particulièrement envahissante. Parce que le silence, s'il n'est pas apprivoisé, amplifie. Il amplifie les regrets, il amplifie les remords, il amplifie les ressentiments. Et sans quelqu'un à qui parler, sans une activité ou une distraction pour occuper la surface du mental, ces contenus inconscients remontent avec une force qui peut être très déstabilisante. Mais voici ce que Jung avait compris et ce que la psychologie moderne a confirmé avec éclat. L'ombre n'est pas notre ennemi, elle est notre trésor caché. Parce que dans tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes se trouvent aussi des ressources immenses, de l'énergie vitale que nous avons mise de côté, de la créativité que nous avons étouffée, de la passion que nous n'avons pas osé vivre, du courage que nous n'avons pas cru posséder. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir entier. C'est récupérer les fragments de soi que l'on a abandonnés en chemin. Comment faire cela concrètement ? La pratique la plus puissante et la plus accessible est celle de la lettre non envoyée. Asseyez-vous dans un endroit calme, prenez votre cahier et écrivez une lettre à quelqu'un qui vous a blessé ou à une partie de vous-même que vous n'aimez pas ou à une situation de votre passé que vous n'avez jamais digérée. Écrivez tout ce que vous ressentez, sans censure, sans politesse, sans essayer d'avoir l'air sage ou raisonnable. Laissez la colère s'exprimer sur le papier si elle est là. Laissez la tristesse couler, laissez la culpabilité se mettre un mot, vous n'enverrez jamais cette lettre. Elle est uniquement pour vous. Et lorsque vous aurez fini d'écrire, lisez-la à voix haute si vous pouvez et à la fin, ajoutez ces mots. Je reconnais que tout cela fait partie de moi et je m'accueille quand même. Ce dernier geste, cet accueil inconditionnel de soi, est ce que l'on appelle en psychologie l'autocompassion. Et l'autocompassion, comme l'a montré la chercheuse Christine Neff, dont les travaux ont révolutionné le domaine, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de l'indulgence ou de la complaisance envers soi-même. C'est au contraire l'un des actes les plus courageux et les plus efficaces pour réduire la souffrance psychologique, améliorer la résilience émotionnelle et cultiver un bien-être durable. Pour les personnes qui traversent une soltéria tardive, l'autocompassion est particulièrement précieuse, parce qu'elle porte souvent, sans le savoir, un poids de culpabilité et de honte dont elle ne parle à personne. La culpabilité de ne plus être un couple, la honte de se retrouver seul, la conviction secrète que cette solitude est une punition méritée, une conséquence d'erreurs passées ou simplement la preuve qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Ces croyances sont fausses, elles sont profondément, radicalement fausses. Et les intégrer à leur place juste, c'est-à-dire les voir pour ce qu'elles sont, des constructions mentales héritées de blessures anciennes, non pas des vérités absolues, c'est le début d'une libération que l'on n'imaginait plus possible. Mais attendez. Parce que le troisième pilier est celui qui change tout en termes de rapport au temps et à l'existence. Et il est, d'une certaine façon, le plus urgent des 4 pour les personnes qui vivent la solitude au quotidien. Jung, dans la deuxième moitié de sa vie, s'est profondément intéressé à ce qu'il appelait la question du sens. Il avait observé, encore et encore dans son cabinet, que les gens ne souffraient pas tant de leurs circonstances que de l'absence de sens qu'ils attribuaient à ces circonstances. 2 personnes peuvent vivre la même situation objective, disons vivre seules à 70 ans, et l'une sera dans une détresse profonde, tandis que l'autre rayonnera d'une sérénité remarquable. La différence n'est pas dans la situation, elle est dans le sens que chacune lui donne. Cette intuition jungienne a été reprise et développée de façon extraordinaire par Viktor Frankl, le psychiatre viennois survivant des camps de concentration, qui a montré que l'être humain peut traverser les épreuves les plus terribles et sa condition de trouver un else, un sens. Et que, inversement, une vie objectivement confortable peut devenir insupportable si elle est vide de sens, ce qu'il appelait le vide existentiel et que Jung aurait nommé une désorientation du soi.
Pour vous qui vivez peut-être en ce moment une certaine vacuité, un sentiment que les jours se ressemblent, que votre présence dans le monde ne compte plus vraiment, que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner et qu'il ne reste plus grand-chose à offrir. Pour vous, ce troisième pilier est peut-être le plus transformateur. Parce qu'il affirme, avec la force de toute une tradition psychologique et philosophique, que le sens n'est jamais derrière nous. Le sens est toujours devant. Il peut prendre les formes les plus simples, les plus humbles, mais il est toujours possible. Toujours. Trouver le sens dans la solitude, c'est d'abord reconnaître que votre vie continue d'avoir un impact sur le monde, même si vous ne le voyez pas directement. C'est la conversation que vous avez eue avec votre voisine et qui lui a changé sa journée. C'est le sourire que vous avez adressé au jeune homme dans la boulangerie, qui ne s'y attendait pas et qui en avait besoin. C'est la lettre que vous avez écrite à votre petite fille et qu'elle relira dans 20 ans. C'est la plante que vous avez soignée, le livre que vous avez lu, la prière que vous avez faite, le repas que vous avez préparé avec amour pour vous-même. Tout cela a du sens. Tout cela participe à quelque chose de plus grand que vous. Il y a une pratique de pleine conscience particulièrement adaptée à la recherche de sens que je vous invite à explorer. Elle s'appelle la pratique de la gratitude consciente et elle a été validée par des dizaines d'études en neurosciences et en psychologie positive. Chaque soir, avant de vous endormir, identifiez 3 choses qui se sont passées dans votre journée et pour lesquelles vous ressentez une forme de gratitude. Pas des choses énormes nécessairement, pas des événements extraordinaires, peut-être la chaleur du soleil sur votre visage ce matin, peut-être la saveur de votre café, peut-être le fait d'avoir lu quelques pages d'un livre qui vous transporte, peut-être simplement votre corps qui vous a porté tout au long de cette journée. Ce n'est pas de l'optimisme forcé, ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est un véritable entraînement du système nerveux, parce que notre cerveau, par son fonctionnement évolutif, est câblé pour détecter les menaces et les problèmes. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et la pratique de la gratitude consciente, pratiquée avec régularité, reconfigure littéralement les réseaux neuronaux en direction du bien-être. Elle augmente la production de sérotonine. Elle renforce la connexion entre le cortex préfrontal, siège de la régulation émotionnelle, et le système limbique, siège des émotions primaires. Elle rend le cerveau, avec le temps, naturellement plus attentif à ce qui nourrit que ce qui appauvrit. Savez-vous que les personnes âgées qui pratiquent la gratitude régulièrement rapportent une qualité de sommeil significativement meilleure, une résilience émotionnelle plus grande face aux événements négatifs et un sentiment de connexion aux autres plus fort, même lorsqu'elles vivent seules. Pas parce qu'elles ont plus de chance que les autres, pas parce que leur vie est objectivement plus facile, mais parce qu'elles ont appris à regarder dans la direction de la lumière et que cette direction, à force, devient un réflexe. Le sens, pour Jung, passait aussi par ce qu'il appelait la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Que ce soit la nature, l'art, la spiritualité, la culture, l'amour universel ou une tradition religieuse, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'expérience intérieure d'appartenir à quelque chose qui dépasse les frontières étroites de l'ego. Et cette expérience, bonne nouvelle, est parfaitement accessible dans la solitude. Elle l'est peut-être même davantage que dans l'agitation sociale. Parce que la transcendance a besoin de silence pour se faire entendre. Une promenade dans la nature avec une attention vraiment portée sur les sens. Le son du vent dans les arbres, la texture d'une écorce, l'odeur de la terre après la pluie, peut devenir une expérience profonde de connexion à quelque chose de plus grand. Une heure devant un tableau qui vous touche, en vous demandant ce qui l'éveille en vous, peut devenir une méditation sur l'essence de la beauté. Une prière, même simple, même hésitante, même adressée à quelque chose qu'on ne sait pas nommer très précisément, peut devenir le fil invisible qui relie votre solitude à toute l'humanité qui a prié avant vous et qui priera après vous. Vous voyez comment ces piliers s'enchaînent, comment ils se soutiennent mutuellement. L'individuation vous aide à vous retrouver. L'intégration de l'ombre vous aide à vous accepter. La recherche de sens vous aide à vous relier.
Et maintenant, le quatrième pilier vient couronner les trois autres d'une façon qui me semble particulièrement poignante et nécessaire pour les personnes âgées qui vivent seules. Ce quatrième pilier, Jung l'appelait le rapport à la mort, ou plus précisément, l'acceptation consciente de la finitude. Je sais que ce mot, la mort, peut faire peur. Je sais qu'on préfère l'éviter, le contourner, ne pas y parler, surtout dans une culture comme la nôtre qui a fait de la jeunesse éternelle une valeur suprême et du vieillissement une sorte d'échec. Mais Jung, avec toute la sagesse que lui avait apporté une vie entière passée à explorer les profondeurs de l'âme humaine, avait compris quelque chose de crucial. C'est précisément notre rapport à la mort qui détermine notre capacité à vivre vraiment. Pas la mort comme événement final. Mais la mort comme réalité présente, comme compagne de route, comme horizon qui donne son relief et sa couleur à chaque instant. Les cultures qui ont le rapport le plus sain à la mort, qu'il s'agisse de certaines traditions bouddhistes, de la philosophie stoïcienne ou de nombreuses spiritualités indigènes, sont paradoxalement celles qui ont le rapport le plus vivant à la vie. Parce que lorsqu'on accepte vraiment que le temps est compté, pas de façon morbide ou angoissée, mais de façon lucide et apaisée, alors chaque journée prend une valeur différente. Chaque conversation devient un cadeau. Chaque coucher de soleil devient une grâce. Chaque tasse de thé bu en paix devient un privilège que l'on saveur avec une profondeur que les plus jeunes ne peuvent pas encore comprendre. C'est ce que Christophe André appelle la pratique de l'impermanence. Et c'est l'une des méditations les plus puissantes que la tradition de la pleine conscience nous offre. Elle consiste simplement, régulièrement, à rappeler à la conscience que tout change, que tout passe, que rien ne dure éternellement et que c'est précisément cette fragilité qui rend les choses belles. La fleur qui durera une semaine est plus précieuse dans notre regard que la fleur artificielle qui ne se fanera jamais, parce que son éphémère nous touche, parce que sa finitude nous ressemble. Votre vie, à ce stade de votre chemin, est une fleur qui a déjà beaucoup fleuri. Elle a connu la chaleur des étés, les rigueurs des hivers, les tempêtes et les accalmies. Et elle fleurit encore, différemment peut-être, avec moins d'exubérance peut-être, mais avec une profondeur, une complexité, une richesse de nuances qu'elle n'avait pas dans sa première jeunesse. Accepter la finitude, ce n'est pas se résigner. C'est l'acte exact inverse de la résignation. C'est choisir activement, délibérément, consciemment, de se présenter à la vie avec toute son attention, toute sa présence, tout son amour. C'est décider que les années qui restent, qu'elles soient 5 ou 15 ou 30, ne seront pas des années d'attente ou d'effacement. Elles seront des années d'être pleinement, profondément, honnêtement. Il y a une méditation concrète que je vous propose pour travailler sur ce quatrième pilier. Elle vient de la tradition du Memento Mori, de ce rappel méditatif que la mort fait partie de la vie, adapté ici à une perspective moderne et bienveillante. Chaque matin, dans le silence de votre réveil, posez-vous cette question avec douceur, sans dramatisme, juste avec une curiosité intérieure tranquille. Si c'était mon dernier jour sur cette terre, y aurait-il quelque chose que je voudrais faire aujourd'hui, quelque chose que je voudrais dire à quelqu'un, quelque chose que je voudrais ressentir? Et notez ce qui vient. Pas pour provoquer l'angoisse, mais pour laisser cette réponse guider votre journée. Pour vous rappeler ce qui compte vraiment, ce qui vaut la peine d'être vécu maintenant. Pas dans 6 mois, pas quand les circonstances seront meilleures maintenant. Jung avait observé que les personnes qui avaient réussi à faire la paix avec leur finitude, qui avaient intégré la mort non comme une menace, mais comme une compagne sage, étaient précisément celles qui mouraient avec le plus de paix. Non pas parce qu'elles avaient eu une vie sans douleur, mais parce qu'elles avaient eu une vie habitée. Une vie qu'elles pouvaient regarder en face et dire « j'ai essayé, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai été moi-même, du mieux que j'ai pu ». Ce bilan intérieur, que Jung appelait le processus de révision de vie, est en lui-même une pratique thérapeutique d'une efficacité remarquable. Il consiste à révisiter son histoire personnelle, non pas pour la rouger, non pas pour la regretter, mais pour en extraire le sens, pour reconnaître ce que chaque expérience, même les plus douloureuses, a apporté en termes de croissance,
de profondeur, de compréhension humaine. L'enfant que vous avez élevé et qui vous manque aujourd'hui. Le mariage qui n'a pas duré mais qui vous a appris quelque chose d'irréplaçable sur l'amour. Le travail que vous avez accompli pendant des années et dont vous pouvez voir maintenant le fil invisible. Les amitiés qui se sont éteintes et celles qui ont résisté au temps. Tout cela forme un récit, votre récit. Un récit unique qui n'appartient qu'à vous et qui mérite d'être raconté, au moins à vous-même, avec toute la tendresse et tout le respect que vous accorderiez à la vie de quelqu'un d'autre. Permettez-moi maintenant de relier ces 4 piliers à la réalité très concrète de votre quotidien, parce que les grains de théorie ne valent rien si elles ne se traduisent pas en actes simples, praticables, accessibles dans la vie de tous les jours. Et parce que c'est là, dans le tissu ordinaire des heures et des gestes, que la transformation véritable se produit. Le matin est un moment clé. Les neurosciences ont montré que les 30 premières minutes après, le réveil conditionne en grande partie le ton émotionnel de toute la journée. Le cortisol, qui atteint son pic naturellement dans la première heure après le réveil pour nous préparer à l'activité, peut devenir soit un carburant pour le bien-être, soit un vecteur de stress et d'anxiété, selon la façon dont nous accueillons ces premiers instants. Pour une personne qui vit seule et qui se réveille chaque matin dans le silence de sa maison, ces 30 premières minutes sont une occasion précieuse. Pas une occasion de souffrir du silence, une occasion de l'habiter. Voici un protocole matinal simple et profondément ancré dans les principes jungiens et dans la pratique de la pleine conscience. D'abord, avant même de poser les pieds au sol, 3 respirations longues et conscientes. Puis une phrase d'intention, qu'est-ce que je veux apporter à cette journée? Pas ce que cette journée va m'apporter. Ce que moi j'apporte à elle. Ensuite, quelques minutes de mouvement doux, ce peut être des étirements simples au bord du lit, quelques gestes de yoga adaptés, ou même juste balancer doucement les épaules et faire tourner lentement la tête. Le corps est le premier foyer de la conscience. Le réveiller avec douceur, c'est réveiller toute votre présence. Puis le café ou le thé du matin, pris dans un silence conscient. Non pas le silence subi, non pas le silence qui pèse, mais le silence choisi, habité, savouré. Tenir la tasse entre vos mains et sentir sa chaleur. Regardez la lumière qui entre par la fenêtre. Écoutez les bruits du dehors, les oiseaux, la rue, le vent. Être là, simplement là. Cette pratique que les bouddhistes appellent la méditation informelle, que Christophe André recommande dans ses ouvrages, avec une régularité qui dit à quel point il la considère fondamentale, est l'un des exercices les plus accessibles et les plus efficaces pour ancrer le mental dans le présent et réduire l'anxiété liée aux ruminations sur le passé ou les inquiétudes sur l'avenir. Les après-midi peuvent être les moments les plus difficiles pour les personnes qui vivent seules. Cette heure creuse entre 2 et 4, souvent vide de projets et de rencontres, peut facilement devenir une fenêtre sur le vide si l'on n'y prend pas garde. C'est l'heure où la solitude peut se faire la plus pesante, où les pensées négatives trouvent le plus facilement leur chemin vers la surface. Pour transformer ces heures, Jung nous inviterait à les remplir de ce qu'il appelait une activité symbolique. C'est-à-dire une activité qui ne soit pas simplement utile ou productive, mais qui parle à quelque chose de plus profond en vous, qui vous connecte à votre vie intérieure, qui soit à la fois concrète et symboliquement riche. Cela peut être le jardinage. Jung lui-même cultivait son jardin à Bollingen avec une attention et une dévotion qui n'avaient rien de banal. Pour lui, travailler la terre était une façon de dialoguer avec les forces les plus profondes de la psyché et de la vie. Cela peut être la peinture, même si vous n'avez jamais appris. Même si vos tableaux ne ressemblent à rien de reconnaissable. L'acte de créer, l'acte de donner une forme à ce qui est informe en vous, a une valeur thérapeutique profonde indépendamment du résultat esthétique. Cela peut être la lecture d'une biographie, parce que plonger dans la vie d'un autre être humain, voir comment elle a navigué ses propres sauts, est une façon de se connecter à la grande communauté humaine qui traverse les mêmes questions fondamentales à travers les siècles. Cela peut être l'écriture d'un journal, cela peut être la musique, cela peut être n'importe quoi qui vous fait dire, en le faisant,
Là, maintenant, je suis vivant. Et le soir est le temps du bilan, de la clôture, de la préparation au lâcher-prise que représente le sommeil. Jung voyait dans le sommeil et dans les rêves une porte d'accès privilégiée à l'inconscient. Il recommandait à ses patients de tenir un journal de rêve, de noter chaque matin les images qui avaient traversé leur nuit, sans les analyser intellectuellement mais en les regardant avec curiosité et respect, comme on regarde un visiteur inattendu. Parce que l'inconscient, selon lui, nous parle constamment. Et les rêves sont l'une de ses langues les plus directes. Si cela vous attire, commencez simplement. Tenez une carnet près de votre lit. Et le matin au réveil, avant même de bouger, restez immobile quelques secondes et demandez-vous: qu'est-ce que j'ai rêvé? Même fragment, même flashes. Notez-les sans essayer de les comprendre immédiatement. Accumulez ces notes. Et avec le temps, vous commencerez peut-être à voir des motifs, des thèmes récurrents, des imageuses qui reviennent. Ces motifs sont votre inconscient qui tente de vous parler, qui tente de vous montrer ce que vous n'avez pas encore regardé, qui tente de vous guider vers votre propre individuation. Il y a une question que l'on m'est posée souvent, une question qui revient comme un refrain dans la vie des personnes âgées solitaires. Est-ce que l'amour est encore possible pour moi? Est-ce que j'ai encore le droit de désirer une présence, une intimité, une connexion profonde avec un autre être humain? La réponse de Jung, la réponse de Christophe André, la réponse de toute la psychologie humaniste est un oui absolu, inconditionnel et magnifique. Oui, l'amour est toujours possible, à tout âge, dans toutes les formes qu'il peut prendre. L'amour romantique, bien sûr, si la vie le proposait. Mais aussi l'amour amical, l'amour filial, l'amour de la nature, l'amour de Dieu, si telle est votre voie, l'amour de vous-même, infin, et surtout. Et c'est peut-être là le message le plus important de tout ce que nous partageons aujourd'hui. L'amour de soi, non pas la vanité. Non pas l'égocentrisme, mais l'amour de soi comme fondement, comme terreau, comme condition de tout amour véritable envers les autres. Jung l'avait dit avec une clarté qui résonne encore. On ne peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre avant d'avoir appris à se rencontrer soi-même avec bienveillance. Et ce travail, ce beau et difficile travail de se réconcilier avec soi-même, n'est jamais trop tardif. Il n'est jamais trop tardif. Regardez Madeleine, notre Madeleine du début. Elle est toujours là, dans sa maison, avec son café du matin et ses volets ouverts sur le jardin. Mais quelque chose a changé en elle. Non pas dans ses circonstances extérieures qui sont restées les mêmes, mais dans la façon dont elle habite ces circonstances. Elle a commencé à écrire chaque soir dans son cahier. Elle a planté quelques fleurs dans des pots sur son balcon. Elle a repris la lecture, quelques pages chaque après-midi dans le silence choisi. Elle a rejoint un groupe de marche le mercredi matin. Elle a appelé sa sœur, avec qui elle ne parlait plus vraiment depuis des années, et elles ont eu une conversation de 2 heures qui les a laissées toutes les deux à la fois épuisées et apaisées. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Mais quelque chose de fondamentalement différent. Madeleine a arrêté d'attendre que sa vie reprenne. Elle a compris que sa vie ne s'est jamais arrêtée. Elle continue. Elle se déroule maintenant, dans ces gestes simples, dans cette attention portée au présent, dans cette douceur progressive avec laquelle elle apprend à être son propre compagnon de route. Elle est, comme dirait Jung, en chemin vers elle-même. Et ce chemin, aussi lent soit-il, est le plus beau des voyages. Vous aussi, vous êtes en chemin, même si vous ne le sentez pas encore complètement, même si certains jours tout vous semble lourd et sans issue, même si le silence pèse encore parfois plus qu'il ne nourrit. Vous êtes en chemin parce que vous êtes ici, parce que vous cherchez, parce que vous êtes assez courageux pour regarder votre vie en face et vouloir que quelque chose change, ou plutôt que quelque chose s'approfondisse. Et voici quelque chose que les neurosciences ont validé de façon absolument fascinante et que Christophe André cite souvent dans ses conférences. Le cerveau humain reste plastique tout au long de la vie, même à 70 ans, même à 80 ans. Cette propriété que l'on appelle la neuroplasticité signifie que votre cerveau est capable de former de nouvelles connexions neuronales, de modifier ses schémas habituels,
d'apprendre de nouvelles façons de penser et de ressentir jusqu'au dernier jour de votre vie. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un encouragement pieux. C'est de la biologie, c'est de la neurologie clinique. Votre cerveau peut changer. Vous pouvez changer. Et chaque pratique que nous avons évoquée ici, chaque moment de pleine conscience, chaque entrée dans votre journal, chaque promenade consciente, chaque geste d'autocompassion contribue littéralement, neurologiquement, à ce changement. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose que Jung appelait la synchronicité, ce phénomène mystérieux, mais bien documenté dans sa propre expérience clinique et personnelle, où des événements qui semblent a priori n'avoir aucun lien causal entre eux se rejoignent d'une façon qui fait sens pour celui qui les vit. Vous avez peut-être connu cela. Vous pensiez à quelqu'un depuis des jours et cette personne vous a appelé. Vous vous posiez une question intérieure profonde et la réponse est venue d'une façon inattendue. Par un livre tombé par hasard entre vos mains, par une conversation surprise à la boulangerie, par une émission de radio que vous avez écoutée par accident. Jung ne prétendait pas expliquer ces coïncidences signifiantes de façon rationnelle. Il disait simplement qu'elles existent, qu'elles arrivent particulièrement souvent à ceux qui sont à l'écoute de leur vie intérieure, et qu'elles sont peut-être le signe que quelque chose en nous, quelque chose de plus vaste que notre conscience ordinaire, nous guide. Pour les personnes qui vivent seules et qui cherchent un sens à leur solitude, cette notion de synchronicité est une invitation à rester ouvert. Ouvert aux rencontres imprévues. Ouvert aux messages qui viennent de là où on ne les attendait pas. Ouvert à l'idée que la vie continue de nous parler même lorsqu'aucun être humain n'est physiquement présent dans la pièce. Ouvert à l'idée que la solitude peut être, dans ses meilleurs moments, non pas une absence, mais une présence à soi-même et au monde d'une intensité et d'une richesse que l'agitation sociale ordinaire ne permet pas. Il y a aussi quelque chose que je veux dire avec une franchise totale, parce que l'amour véritable de soi et des autres inclut cette franchise. La solitude heureuse n'est pas une solitude totale. Ce serait une contradiction dans les termes. L'être humain est un animal social. Son cerveau a évolué pour le lien. Son système nerveux a besoin de contact, de regard, de toucher, de voix humaine. Et aucune pratique de méditation, si belle soit-elle, ne peut entièrement remplacer la chaleur d'une présence humaine réelle. Donc, en même temps que vous cultivez votre intériorité, en même temps que vous apprenez à habiter votre solitude avec paix et profondeur, cherchez aussi le lien. Avec bienveillance, sans désespoir, sans cette urgence anxieuse qui fait fuir les gens, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il a à offrir. Rejoignez un club, un groupe, une association. Proposez votre aide à quelqu'un dans votre immeuble ou votre quartier. Reprenez contact avec une ancienne amie, un vieux camarade. Offrez-vous la présence d'un animal de compagnie si votre situation le permet, parce que la science a prouvé de façon répétée et spectaculaire les bienfaits de cette compagnie sur la santé physique et mentale des personnes âgées. Et surtout, parlez. Parlez de ce que vous traversez. Pas nécessairement en thérapie, bien que cela soit une aide précieuse et que consulter un professionnel de santé mentale soit un acte de courage et non de faiblesse. Mais parlez aussi à vos proches, à vos amis, à vos voisins, à la personne qui tient la caisse du supermarché et avec qui vous échangez chaque semaine. Ces petites connexions quotidiennes, ces sourires partagés, ces conversations courtes mais vraies ont une valeur thérapeutique réelle. Elles rappellent au cerveau qu'il appartient à une communauté. Et cette appartenance est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'espèce humaine. Un besoin qui ne diminue pas avec l'âge, bien au contraire. Parce qu'avec l'âge, on comprend mieux peut-être ce que les liens signifient vraiment. On a vu assez de pertes pour savoir que rien ne dure et que tout compte. On a vu assez de réconciliations tardives et de séparations non résolues pour savoir que l'amour, sous toutes ses formes, est le seul investissement qui ne perde jamais sa valeur. Je voudrais terminer cette méditation en vous offrant quelque chose. Une image que j'aime particulièrement parce qu'elle dit, à mon sens, tout ce que nous avons exploré aujourd'hui d'une façon qui dépasse les mots. Imaginez un arbre très vieux.
un chêne peut-être, ou un olivier, quelque chose d'ancien et de solide. Ces branches les plus hautes peuvent sembler, de loin, mortes. Elles sont nues, dépouillées, sans la profusion verte et exubérante de la jeunesse. Mais regardez ces racines. Regardez comment elles s'enfoncent dans la terre, profondément, silencieusement, de plus en plus loin, avec chaque décennie qui passe. Ces racines sont sa vraie richesse. Ces racines sont sa vraie force. Et c'est précisément parce qu'il a traversé toutes les tempêtes, toutes les sécheresses, tous les hivers, que ces racines sont devenues ce qu'elles sont. Un ancrage d'une profondeur que le jeune arbre ne connaît pas encore. Vous êtes cet arbre. Votre solitude n'est pas votre mort. Elle peut être vos racines qui s'enfonçaient encore plus profondément dans la terre de votre être. Elle peut être le silence nécessaire avant un nouveau printemps. Elle peut être l'espace où Jung a vu, encore et encore, dans sa propre vie et dans celle de ses patients, les plus belles et les plus inattendues floraisons humaines. Ces 4 piliers, l'individuation, l'intégration de l'ombre, la quête de sens, l'acceptation de la finitude, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des invitations à vous rencontrer vous-même peut-être pour la première fois vraiment, à vous accepter dans votre totalité, lumière et ombre mêlées, à donner à vos jours une direction, un sens, une intention, à regarder votre fin en face, non pas avec peur, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a choisi de vivre pleinement le temps qu'il lui reste. Vous méritez cela. Pas dans 6 mois, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, aujourd'hui. Dans cette journée ordinaire qui commence par un café seul dans une maison silencieuse et qui peut devenir, si vous le choisissez, une journée profondément, authentiquement, magnifiquement vivante. Et maintenant, je vous laisse avec une dernière question. Une question que Jung lui-même, à la fin de sa longue vie, se posait encore. Une question pour laquelle il n'avait pas de réponse définitive et pour laquelle, peut-être, il n'en cherchait plus. Si vous regardiez votre vie, non pas avec les yeux de celui qui l'a vécu de l'intérieur, mais avec les yeux doux et patients de quelqu'un qui vous aime profondément et vous voit vraiment quelle serait la chose la plus belle qu'il y trouverait, celle que vous n'avez peut-être jamais osé vous. Reconnaître à vous-même